Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bienvenue à ce premier webinaire Réseau 1 de la saison 2017-2018. Pour ceux qui sont des habitués du webinaire, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas Matthew Weiner. En effet, Matthew demeure impliqué dans le réseau 1, mais il m'a demandé de prendre la relève pour l'animation des webinaires. Mon nom, c'est Mélaniane Smithman. Je suis étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Puis ça va être moi qui va animer les webinaires pendant cette saison-ci. C'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme que je viens, que j'assiste aux webinaires qui sont toujours super intéressants, super pertinents pour la recherche en première ligne au Québec. Aujourd'hui, on a avec nous Anne-Marie Cloutier et Roxane Do qui vont nous parler d'une analyse de besoins, en fait, qui ont fait de l'utilisation secondaire de données des dossiers médicaux électroniques. Anne-Marie, Roxane, je vais vous laisser vous présenter avant de commencer la présentation. Super, merci Mélaniane. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Anne-Marie Cloutier. Je suis coordonnatrice de recherche et à l'unité soutien pour la composante accès aux données. Rapidement, on m'a demandé de vous présenter un peu mon background. Donc, j'ai un baccalauréat en pharmacologie. Je détiens également une maîtrise en pharmacoépidémiologie de l'Université de Montréal, où j'ai davantage étudié la pharmacoépidémiologie en santé mentale. J'ai ensuite travaillé comme professionnelle de recherche pendant 4 ans à Montréal, dans le domaine de la santé mentale publique. Et depuis près de 3 ans, je travaille comme coordonnatrice de recherche ici avec l'unité soutien à la composante accès aux données à Sherbrooke. Bonjour, je m'appelle Roxane Do et puis je suis professionnelle de recherche ici à l'Université de Sherbrooke à la composante accès aux données de l'unité soutien. Je travaille pour la composante depuis déjà 2 ans et demi à peu près. Avant, j'étais professionnelle de recherche pour Dr Alain Vanasse ici au groupe de recherche Primus de l'Université de Sherbrooke. J'ai aussi un bac en pharmacologie et puis j'ai fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en sciences cliniques, plus axée sur les nouveaux traitements anticoagulants utilisés dans le traitement de l'embolie pulmonaire et puis de la thrombose veineuse profonde. Voilà. Nous allons... Excuse-moi. Oui, donc une gang de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui, on est surreprésentés. Juste peut-être avant de commencer, je vais juste vous donner la procédure pour les questions. Pour les participants, vous allez voir, vous avez une petite main que vous avez dans votre tableau de bord. Si vous cliquez là-dessus, c'est comme l'équivalent de lever votre main dans une classe. À la fin de la présentation, on va avoir une période de questions. Si vous avez levé votre main, on ouvrira votre micro, puis on va vous inviter à poser une question de façon orale. C'est sûr que c'est plus dynamique si vous posez la question à l'oral. Vous pouvez toujours, par exemple, la poser à l'écrit. Vous avez une petite boîte de questions, là, vous pouvez nous taper vos questions, puis on va faire le possible pour répondre à toutes les questions. Sans plus tarder, je vais juste prendre un petit instant pour donner le présentateur à Anne-Marie et à Roxane, puis on peut commencer. Super. Comme Mélaniane l'a dit d'entrée de jeu, Roxane et moi, aujourd'hui, on vient vous présenter les résultats d'une analyse de besoins sur l'utilisation secondaire des données cliniques qui sont issues des dossiers médicaux électroniques de première ligne au Québec, ce qu'on va appeler, durant le cours de la présentation, les DMI. Tout d'abord, cette présentation est rendue possible grâce au soutien financier de l'unité de soutien à la stratégie de recherche axée sur le patient du Québec, l'unité de soutien SRAP du Québec. Moi-même, Anne-Marie Cloutier et Roxane Do n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Tout d'abord, la présentation, je vais vous faire un petit survol de l'unité soutien du Québec et la composante accès aux données. Je vais vous présenter la situation actuelle de l'accès aux données des DME au Québec. Ensuite, Roxane va enchaîner avec le projet d'analyse de besoins, elle va bien vous expliquer les objectifs, la méthodologie. On va vous présenter nos principaux constats. On va d'ailleurs vous faire une synthèse et on va terminer par une brève conclusion et une période de questions. D'abord, l'unité de soutien à la recherche axée sur le patient et une initiative des IRSC et ça vise en quelque sorte à faire à ce que le bon patient puisse recevoir les bons soins au bon moment. L'unité
de soutien au Québec est organisé autour d'un noyau de coordination centrale où chacun des 4 RUIS est responsable d'une composante spécifique de l'unité. La composante accès aux données est sous la responsabilité du RUIS de l'Université de Sherbrooke et Dr Alain Vanance et Dr Jean-François Etier en sont les co-directeurs. Le mandat de la composante accès aux données est de mettre en œuvre les stratégies, les infrastructures pour assurer l'accès, la gestion et l'analyse des données, autant les données des dossiers médicaux électroniques que les données des bases de données médico-administratives, des données d'enquête ou des données de cohorte. Aujourd'hui, la présentation, le projet qu'on vous présente s'inscrit davantage dans notre objectif spécifique qui est de soutenir l'utilisation des données des dossiers médicaux électroniques en recherche axée sur le patient. L'ensemble des projets de la composante accès aux données s'appuie sur le concept du système de santé apprenant où l'objectif de ce système est de faire en sorte d'une intégration rapide des résultats de recherche et les nouvelles connaissances au niveau de la pratique clinique. Je pense que c'est un concept qui est assez connu et maîtrisé par un peu tout le monde. C'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment, les systèmes de santé apprenants. La situation actuelle dans l'accès des données, des dossiers médicaux au Québec, je vais vous faire un bref survol. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par Marie-Thérèse Lucier qui a montré qu'il y a actuellement 9 logiciels DME qui sont homologués différents au Québec, qui sont divisés dans différentes qui sont utilisés dans différentes GMF au Québec. L'enquête de Marie-Thérèse a démontré que l'ensemble des GMF et UMF au Québec avaient un logiciel DME implanté. Par contre, il y a actuellement au Québec aucune infrastructure qui permet une couverture provinciale qui permet aux cliniciens et aux chercheurs ou aux gestionnaires à différentes parties prenantes d'avoir accès aux données cliniques des DME pour mettre en place un système de santé apprenant. Et ainsi, l'accès aux données de santé n'est actuellement pas possible, sauf si on fait des demandes séparées avec chacun des fournisseurs de logiciels DME, ce qui est un processus qui demande de multiples démarches lorsqu'on veut faire affaire avec différentes cliniques qui ont chacun un logiciel de DME différent, ce qui implique d'ailleurs des processus de rétraction qui peuvent être parfois très complexes et les données entre les différents dossiers médicaux électroniques sont très hétérogènes. Donc, l'objectif de la composante est de mettre en place un système d'accès et d'exploitation universel des données des DME qui est nommé Plateforme apprenante pour la recherche en santé et services sociaux au Québec, mieux connue sous son petit nom PARS-3. C'est une plateforme d'accès qui permet un accès uniformisé aux données cliniques détenues par les différents systèmes de gestion des DME et le tout dans un respect des plus hauts standards éthiques et de sécurité. Ce système d'accès et d'exploitation universelle des données pourrait faire l'objet d'une présentation en soi, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de la présentation. On va vous présenter d'ailleurs un projet qui permet d'informer cette plateforme d'accès aux données. Donc, c'est moi qui enchaîne. Donc, notre étude d'analyse de besoins, en fait, elle est scindée en 3 volets. Donc, on a commencé par une première étape qui était la synthèse des connaissances. Donc, ce qu'on a fait entre juin et septembre 2016, en fait, c'était d'identifier dans la littérature, on identifiait les utilisations secondaires des données des dossiers médicaux électroniques. Donc, on s'est vraiment concentré à identifier les raisons pour lesquelles les données étaient utilisées et non les raisons, en fait, les fonctionnalités du dossier médical électronique. Donc, si vous avez des questions par la suite, c'est sûr que c'est difficile des fois de faire la distinction vraiment entre l'utilisation secondaire des données qui sont faites actuellement et puis les fonctionnalités du DME, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les données. Donc, cette synthèse des connaissances-là nous a permis d'identifier différents types d'utilisation secondaire des données pour vraiment informer notre étape 2, donc notre volet qualitatif, sur lesquels aujourd'hui, on va vous présenter vraiment la méthodologie et les grands constats. Puis, les constats ont servi à une 3e étape, donc le volet 3, qui est la session délibérative qui visait à émettre des recommandations au ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, c'est un volet qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions, on pourra
vous dire un peu où ça en est à la fin de la présentation. Donc, les responsables de l'étude, en fait, c'est nous, à la composante Accès aux données, qui avons fait la conception de l'étude, la mise en œuvre et puis l'analyse des résultats. Par contre, ça, c'est une étude qui a été vraiment appuyée par une table de travail des dossiers médicaux électroniques. En fait, la table de travail, c'est vraiment une table multidisciplinaire là, qui comprenait différents experts, par exemple des décideurs, des cliniciens, des chercheurs. Il y avait des gestionnaires aussi sur cette table, des patients et citoyens, des membres du Réseau 1 Québec, des membres des rappels, et puis une éthicienne. Puis cette table-là, en fait, elle est co-présidée par l'unité soutien et puis l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec, donc l'INES. Puis c'est une table qui avait pour mandat d'agir à titre de, justement, de consultants et pour émettre des recommandations à l'intention du ministère pour la mise en place d'un plan opérationnel sur l'implantation des meilleures approches pour soutenir l'utilisation des données cliniques au Québec. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment, comme je disais plus tôt, de vous présenter les résultats de notre volet qualitatif, donc de notre étude d'exploration des besoins qui avait pour objectif d'identifier les besoins des groupes d'individus qui sont susceptibles d'utiliser les données cliniques des dossiers médicaux électroniques au Québec et aussi d'identifier les barrières et les facilitants qui sont perçus pour les différents types d'utilisation secondaire des données qu'on avait identifiés dans la littérature. Donc, tout ça dans le but de soutenir la mise en place de PARS 3 et puis, comme mentionné précédemment, la recommandation destinée aux États. Donc, je vais un peu décrire la méthodologie qu'on a utilisée. Pour ce qui est de notre population d'intérêt, on visait vraiment les individus qui étaient susceptibles d'utiliser les données des DMI, que ce soit à des fins de recherche ou d'amélioration continue de la qualité des soins. Et puis, pour les considérations vraiment d'autres pratiques, en consultation avec la table de travail, on a décidé d'établir des groupes prioritaires qu'on a interrogés. Donc, ça, des patients, des cliniciens enseignants, des cliniques et chercheurs, des gestionnaires, des organismes publics ainsi que des autres professionnels. Donc, notre stratégie de collecte d'informations, en fait, au niveau des patients, on a décidé d'y aller vraiment pour un groupe de discussion, vraiment pour miser sur la dynamique de groupe, puis aussi encourager les échanges entre les individus, parce qu'on s'est dit que ça allait permettre peut-être plus un sentiment d'appartenance, puis que ça allait faciliter plus justement les patients à discuter de leur expérience, puis de leurs besoins, puis par rapport aux données. Alors que les autres groupes d'utilisateurs ciblés, on est vraiment allé par entrevue individuelle, téléphonique ou par visioconférence, vraiment par un souci de faisabilité, puis étant donné que les gens venaient de partout au Québec. Donc, les critères de sélection, pour ce qui est des patients, vraiment dans notre groupe de discussion, on visait des patients, des utilisateurs, en fait, de cliniques de première ligne. Donc, ils devaient être atteints d'au moins une maladie chronique, devaient avoir un médecin de famille, puis devaient visiter une clinique de première ligne au moins 2 fois par année. Pour ce qui est des gestionnaires, donc, on voulait vraiment interroger un gestionnaire de clinique, un gestionnaire de la direction régionale de médecine générale, un gestionnaire de CIS ou de CIUS. Pour ce qui est des cliniciens, enseignants et chercheurs, donc en fait, c'est qu'un clinicien pouvait porter aussi un chapeau d'enseignant et de chercheur, mais il pouvait avoir aussi des chercheurs uniquement. Donc, il fallait que ça soit, qu'on ait des représentants de GMF, UMF, des représentants de rappel, puis des gens qui viennent tant de centres urbains que de régions éloignées. Pour ce qui est des organismes publics, en fait, on a décidé de cibler des organismes publics qui étaient mandatés vraiment par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis, en fait, étant donné que le collège, mettons, on a décidé de cibler le Collège québécois de médecine de famille comme ordre professionnel en priorité, étant donné que c'est les utilisateurs primaires là, des données, des dossiers médicaux électroniques. Pour ce qui est de l'échantillonnage, au niveau des patients, on est allé avec vraiment un échantillonnage de volontaires. Donc, on a envoyé une invitation aux patients qui étaient membres du Réseau 1 Québec pour constituer notre groupe de discussion, alors que les autres groupes d'utilisateurs, c'est vraiment un échantillonnage intentionnel. Donc, c'est les gens, les experts de la table de travail sur les dossiers médicaux électroniques qui nous ont suggéré des gens, donc qui, à leur avis, étaient les individus susceptibles de fournir l'information la plus pertinente pour le sujet de l'étude.
Comment ça s'est déroulé? Au niveau des entrevues individuelles, comme je vous ai dit plus tôt, c'était des entrevues téléphoniques ou par visioconférence d'une durée approximative de 60 minutes, qui étaient, en fait, Anne-Marie et moi avons réalisé les entrevues. Donc, il y avait une personne qui interviewait et une personne qui observait et qui prenait des notes. C'était des entrevues semi-dirigées que nous avons enregistrées. Pour ce qui est du groupe de discussion, on a fait ça en personne, puis c'était animé vraiment par une modératrice expérimentée qui était plus externe au projet, alors que nous, on était là vraiment à titre d'observatrice pour vraiment répondre aux questions un peu plus techniques des patients. Puis, encore une fois, le groupe de discussion était enregistré avec le consentement des patients, bien sûr. Pour ce qui est de notre canevas d'entrevue, en fait, on l'a développé, notre canevas, vraiment à partir des constats identifiés dans la synthèse des connaissances. Il a été adapté vraiment en fonction du type d'utilisateur qu'on interrogeait. Puis, afin de vulgariser, de bien construire le canevas, on a consulté une experte en recherche qualitative, puis on a aussi consulté les patients partenaires qui se trouvent sur la table de travail là, pour vraiment qui nous aident dans la vulgarisation des concepts. On a testé nos canevas avec 2 représentants du rappel de Sherbrooke qui nous ont aidés encore une fois dans la vulgarisation, mais c'était des entrevues plus officielles, donc on pouvait vraiment bien cibler là, avec eux ce qui fonctionnait moins dans les entrevues. Le canevas a été séparé en 3 blocs. Donc, on a commencé à demander aux participants une question ouverte sur, pour eux, pour quelles raisons les données des dossiers médicaux électroniques sont utilisées actuellement au Québec. Donc, on leur demandait leur opinion à ce niveau-là. Puis, notre deuxième bloc, en fait, ça se trouvait être des questions spécifiques sur chacune des utilisations qu'on a identifiées dans la littérature. Donc, on mettait le participant en contexte sur le type d'utilisation. On lui posait des questions sur l'utilité et les besoins exprimés par rapport à cette utilisation spécifique-là. Sa perception des barrières et des enjeux, ainsi que sa perception des facteurs facilitants. Puis, on terminait l'entrevue avec une question plus ouverte sur parmi, en fait, les utilisations qu'on vous a présentées, est-ce qu'il y en aurait d'autres que vous seriez, intéressé à utiliser les données pour d'autres raisons, en fait. Donc, dans la littérature, les types, je vais vous présenter vraiment rapidement les 7 types d'utilisation secondaire qu'on a rapportés avec les études qu'on a lues. Puis, en fait, ça, la synthèse des connaissances fait partie d'un rapport là, vraiment qui a été publié, qui se trouve sur notre site, qui décrit vraiment bien les types d'utilisation identifiés. Donc, on a les indicateurs de qualité. Donc, les données sont utilisées pour le développement d'indicateurs de qualité, pour faire de la pratique réflexive et le développement professionnel, pour de la formation professionnelle, de la rémunération selon la performance, l'autogestion des soins, l'aide à la décision, ainsi que la recherche et le développement scientifique. Donc, les données ont été analysées, comme je vous ai dit plus tôt, les entrevues ont été enregistrées, puis on les a en fait analysées avec le logiciel NVivo. Puis la collecte et l'analyse ont été faites de façon simultanée. On a utilisé une grille d'analyse ouverte avec les thèmes du Canva, des catégories prédéterminées, mais on a aussi ajouté des catégories là s'il y a des thèmes qui émergeaient durant les entrevues. Puis on a fait des entrevues jusqu'à saturation d'informations. Donc là, on entre vraiment dans le vif du sujet, donc les résultats de notre analyse de besoins. Comme je vous ai dit plus tôt, on a fait un groupe de discussion auprès des patients. Donc, on a interrogé 5 patients volontaires membres du réseau 1. En ce qui concerne la catégorie de cliniciens, enseignants, chercheurs, au total, on a fait 6 entrevues individuelles. Donc, une entrevue avec un clinicien gestionnaire de clinique, 2 cliniciens enseignants de clinique, un clinicien enseignant et qui avait aussi un chapeau de chercheur, et puis 2 chercheurs. Pour ce qui est des gestionnaires, on a fait 2 entrevues individuelles, donc une entrevue avec un représentant d'un CIS et une entrevue avec un représentant du DRMG. Pour ce qui est des organismes publics, donc on a interrogé 2 organismes publics qui étaient mandatés par le ministère et puis un représentant du Collège québécois de médecine familiale. Donc là, je vais vous présenter vraiment 4 grands constats qui est en fait transversaux aux 7 types d'utilisation secondaire qu'on a identifiés dans la littérature. Donc, c'est 4 grands constats qui sont vraiment ressortis en analysant les résultats, là, donc touchent puis qui affectent vraiment l'ensemble des utilisations secondaires des données. Donc, le premier constat qu'on a fait, en fait, ça concerne vraiment l'accès aux données des DME
On s'est rendu compte, ben en fait, en analysant, on a constaté que l'accès aux données était très limité et contraignant. Donc, les gens avaient beaucoup de problèmes face à l'accès aux données en général des dossiers médicaux électroniques. Donc, on nous rapportait comme barrière que les données donc les gens devaient soumettre des requêtes à la pièce auprès des fournisseurs quand ils voulaient avoir accès à des données. Puis l'extraction des données était très coûteuse, les délais d'accès étaient longs, donc les données n'étaient pas accessibles en temps réel. Puis aussi le processus d'extraction était inconnu. Donc les gens ne savaient pas comment les données étaient extraites. Ils recevaient des résultats, si on veut, des données. C'était vraiment bien reflété par une majorité de participants qu'on a interrogés. Puis pour vous présenter un verbatim en fait d'un clinicien qui nous mentionnait, la plupart des cliniciens ne sont pas conscients de ces enjeux-là lorsqu'ils commencent à utiliser un DME. Encore moins l'importance des données granulaires, de les extraire, de les mettre dans le contrat avec le fournisseur. Donc la plupart des contrats sont faits par le fournisseur. Donc, on a aussi un verbatim d'un organisme public qui nous mentionnait « Il faut payer à chaque requête ». Donc, en plus, les fournisseurs n'expliquent pas comment ils vont chercher les données. On n'est même pas sûr de la qualité des données qu'on reçoit, mais il faut les payer quand même. Dans les facilitants qu'on a identifiés dans nos entrevues, en fait, c'est que les participants nous mentionnaient que d'avoir accès à une plateforme en temps réel pour pouvoir utiliser les données, ça serait quelque chose qui serait très facilitant. Et aussi d'avoir un processus de transparence dans l'accès aux données et dans l'accès aux résultats qu'ils reçoivent. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est par rapport à la culture d'évaluation pour l'amélioration continue. Donc, on semblait avoir une espèce de... Les gens semblaient plus craintifs par rapport à l'utilisation secondaire des données que confiants, mais ça dépendait. Mais en fait, de façon générale, ce qu'on a pu constater, c'est que les gens avaient vraiment un souci de surveillance et de contrôle qui pourrait être fait avec les données. Donc, on voyait que c'était plus une crainte qu'une façon positive d'utiliser les données de façon secondaire. Donc, la principale barrière, c'est qu'en fait, il y a vraiment on a constaté une absence de culture d'évaluation dans le but d'améliorer la qualité des soins. Un clinicien nous a dit « Aujourd'hui, la plupart du temps, la saisie de données va servir plutôt à contrôler et à superviser. » Donc, avec la vision actuelle, quand on arrive avec des chiffres, les gens ont facilement une levée de bouclier. Donc, c'était reflété par aussi d'autres représentants là, qui nous disaient des choses similaires. Pour ce qui est des facilitants que nos personnes interrogées nous ont dit, c'est que de plus adopter une approche d'amélioration continue qu'une approche de surveillance, justement de montrer les bénéfices aux utilisateurs, donc vraiment être transparent dans la façon que les données vont être utilisées et aussi que si ça pouvait être promu si l'approche pouvait être promue par des fédérations médicales, ça serait peut-être mieux accepté. Le troisième constat concerne la collaboration entre les fournisseurs, les développeurs et les utilisateurs des données. Ça joint un peu au premier constat sur l'accès aux données. En fait, c'est que les gens nous ont dit qu'il y avait vraiment une collaboration soit très limitée ou même absente entre eux et les fournisseurs qui possèdent les données, en fait, des dossiers médicaux électroniques. Un gestionnaire nous dit « On a beaucoup de difficultés avec les fournisseurs pour développer, par exemple, des portails de patients. C'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, c'est comme s'ils ne voient pas leurs gains financiers. » Donc, pour ce qui est des facilitants, en fait, c'est qu'on nous a dit que ça serait bien d'avoir des balises claires pour le développement et l'intégration d'outils dans le dossier médical électronique et aussi d'établir vraiment une collaboration, d'avoir en fait une collaboration pour établir les priorités de recherche et de développement pour répondre vraiment aux besoins des utilisateurs. Donc, que ça ne soit pas dicté par les fournisseurs, mais plutôt par les utilisateurs des données. Le quatrième et dernier constat qui est transversal à chacune des utilisations possibles des données des dossiers médicaux électroniques concerne vraiment le consentement des patients pour l'utilisation de leurs données. C'est qu'actuellement, il n'y a pas de consentement global pour, en fait, il y a une absence de formulaire de consentement pour utiliser les données de façon secondaire. Un chercheur nous mentionne, idéalement, il y aurait un formulaire de consentement qui serait donné à tous les patients à la clinique. Ça serait la permission du patient d'utiliser ces données pour des fins de recherche et pour d'autres activités. Donc, évidemment, un facilitant,
qui pourrait en fait faciliter l'implantation d'un tel formulaire de consentement, ça serait de préciser vraiment les objectifs des utilisations secondaires des données. Donc, pourquoi les données seraient utilisées, que ça soit très clair. En fait, un autre verbatim d'un patient qui nous dit « Si ça vise à améliorer la qualité, je suis d'accord pour qu'il prenne mes données. » C'est toujours selon ce principe-là. Donc, dans notre groupe de discussion, on avait vraiment un consensus parmi les patients là, selon lequel ils nous mentionnaient, peu importe l'utilisation, si on veut, secondaire des données, si c'est fait de façon éthique et sécuritaire, moi, j'ai pas de problème à ce que mes données soient utilisées tant que c'est fait pour améliorer la qualité de mes soins. Donc, le patient, à chaque fois qu'on les interrogeait là, pour les différents types d'utilisation, ils nous ramenaient toujours au principe, ben si ça vise à améliorer la qualité de mes soins, je suis d'accord. Maintenant, je vais vous présenter ce que les constats spécifiques à chacun des types d'utilisation des données recensées dans la littérature. Comme Roxane l'a mentionné, notre deuxième bloc lors des entrevues visait spécifiquement à recueillir les besoins, les barrières, les facilitants, l'opinion des participants concernant chacune des 7 types d'utilisation qu'on a répertoriés dans la littérature. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter les constats pour les indicateurs de qualité. Un besoin qui a été rapporté et très bien représenté par le verbatim d'un clinicien. On a beau vouloir s'améliorer, mais à un moment donné, ça nous prend des indicateurs pour se gager. Il faut objectiver le tout. Ce qui ressortait beaucoup, c'est que les gens avaient besoin d'un outil de mesure pour pouvoir savoir qu'ils sont rendus où, avoir une façon, comme disait le clinicien, de se gager, de savoir ils sont où pour pouvoir s'améliorer. Par contre, il y a certaines barrières qui ont été soulevées par les différents participants, surtout en ce qui concerne la pertinence des indicateurs. Ce qu'on mentionnait, c'est que dans la pratique médicale de première ligne en médecine de famille, les populations de patients sont souvent hétérogènes d'une clinique à l'autre, d'un professionnel de la santé à l'autre, ne voient pas le même type de patients, de clientèle. Donc, un certain indicateur ne pourrait peut-être pas bien s'appliquer à tous les cliniciens d'une même clinique ou à tous les cliniciens de la province du Québec. Un autre enjeu qui a été soulevé, c'est celui de la surveillance, du contrôle. C'est quelque chose qui est assez transversal, comme Roxane l'a mentionné tout à l'heure. C'est une barrière qui revient souvent. Les gens ont peur que l'utilisation des données serve dans un dessein de surveillance, que ça apporte davantage, qu'on vise sur une performance, qu'on dévie l'objectif justement de la première ligne vers une performance et non vers la qualité des soins, vers la qualité de l'acte qui est donné à son patient. Par contre, parmi les facilitants qui nous ont été mentionnés par les participants était de mettre en place une structure, un cadre de transparence. Comment on établit, on choisit les différents indicateurs de qualité. Un clinicien nous mentionnait d'ailleurs des indicateurs qui servent aux cliniciens qui ne s'en vont pas au Big Brother. Donc, vraiment d'avoir quelque chose qui est fait en collaboration avec les parties prenantes, d'établir les différents indicateurs de qualité avec les parties prenantes. Une piste de solution nous a été d'ailleurs suggérée par un organisme public. Les indicateurs constitués à l'INES sont à mon avis, une excellente base pour suivre les maladies chroniques. Si on commençait par ça, ça serait déjà pas mal. Pour la pratique réflexive, ce qui ressortait beaucoup au niveau des besoins quant à l'utilisation des données pour la pratique réflexive par les cliniciens, les données des DME seraient extrêmement utiles pour la pratique réflexive parce qu'on n'a rien présentement sauf notre vécu pour dire si on fait bien les choses. Ce qui revient un peu au verbatim du clinicien pour les indicateurs de qualité. Ils ont besoin d'un outil pour pouvoir se gager, pour pouvoir se mesurer et savoir s'ils font bien les choses. Un autre besoin exprimé par un autre clinicien, si on veut s'organiser et s'améliorer comme équipe de soins, il faut être capable de se mesurer et de se comparer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Une barrière qui a été mentionnée par un clinicien était « ça pourrait être mal utilisé ». Ces chiffres-là vont servir à quoi? Qui va avoir accès? Ça va être publié où? Donc, encore, on revient à cette barrière, à cette crainte de surveillance, d'omniprésence du Big Brother, comme un clinicien mentionné.
Il y a par contre certains facilitants qui ont été soulevés pour faciliter l'utilisation des données pour de la pratique réflexive. Et le premier était d'amener ça dans un objectif d'amélioration continue et non de surveillance, vraiment pour améliorer la pratique. Et surtout si c'est fait dans un cadre d'exercice individuel. C'était vraiment perçu comme un facilitant gagnant de faire ça dans le cadre d'un exercice individuel et non de comparer chaque individu avec d'autres individus. Et aussi l'implication des utilisateurs de connaissances dans le processus d'implantation et de comment ça va marcher, cette bébelle-là, d'être impliqué là-dedans. Un clinicien nous suggérait d'ailleurs comme piste de solution et comme souhait, j'aimerais ça avoir du feedback sur des indicateurs de qualité. Je commencerais peut-être à regarder à ce niveau-là en parlant des indicateurs de qualité développés par l'INES. Donc, on rejoint un peu la piste de solution qui avait été suggérée par un organisme public. Au niveau de la formation professionnelle, ça rejoint beaucoup la pratique réflexive, mais c'est davantage au niveau de la formation des professionnels, des futurs professionnels de la santé. Un organisme public voyait ça, émettait un besoin, il voyait ça comme ça permettrait de donner de bons exemples, de voir c'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent, c'est où que ça accroche, c'est quoi qui fonctionne bien. Ça permettrait vraiment aux futurs professionnels de la santé d'avoir un cas réel en utilisant les données des dossiers médicaux que lui rentre avec le patient, les vrais patients qu'il a vus, de pouvoir avoir une rétroaction sur ce qu'il a fait de bien ou ce qui a un peu accroché avec des vrais patients et non juste dans des cas cliniques sur papier. Donc, c'était un besoin exprimé. Parmi les barrières, on voyait encore la perspective d'évaluation versus d'amélioration continue. C'est toujours une dualité qui était présente assez transversalement. Parmi les facilitants, ce qu'on mentionnait, c'est que ça soit fait dans le cadre d'un exercice individuel, comme pour la pratique réflexive, qu'on ne compare pas les étudiants entre eux, parce que ce qu'on mentionnait, c'est que dans leur cursus académique, ils sont amplement évalués, comparés entre eux. Donc, de faire ça dans un processus individuel et davantage vers l'exposition à la démarche réflexive serait vraiment des facilitants. Un chercheur nous mentionnait, si les étudiants sont formés comme ça et que ça fait partie de la routine d'être un clinicien que de s'auto-évaluer et d'améliorer les pratiques en continu, c'est sûr que c'est très bien. C'est par l'éducation des futurs professionnels de la santé qu'on va instaurer cette culture-là de l'auto-évaluation et de l'amélioration continue. Pour la rémunération selon la performance, c'est un peu une utilisation secondaire des données qui est vraiment différente des autres parce que c'est pas une utilisation secondaire qu'on pourrait apporter au Québec dès demain. D'ailleurs, la rémunération des médecins en première ligne au Québec est faite selon un modèle à l'acte. Donc, le médecin est payé en fonction du service qui est rendu aux patients, à la population, et non en fonction d'une performance qu'il a atteint selon des cibles prédéterminées, comme il est possible dans d'autres pays comme au Royaume-Uni ou aussi en Ontario. Donc, ce qu'on voulait avec cette utilisation secondaire-là de la rémunération selon la performance, c'était davantage d'aller chercher les opinions des participants en ce qui concerne les barrières, les enjeux, les facilitants, puis leur opinion en général sur une éventuelle implantation de la rémunération selon la performance au Québec. Bien sûr qu'il y a une crainte d'emblée qui a été nommée, qui est qu'on se dirige davantage vers une priorisation de la performance au détriment de l'intérêt du patient. Donc, le médecin essaierait davantage de remplir des quotas en fonction de cibles de performance à atteindre au lieu de donner le bon soin au bon patient au bon moment. Il y a néanmoins plusieurs facilitants qui nous ont été suggérés par les différents participants d'utiliser les données des dossiers médicaux électroniques pour viser des cibles d'action qui touchent davantage le médecin et qui ne sont pas dépendants du patient lui-même. Comme par exemple de ne pas rémunérer des patients
sur un indicateur d'arrêt tabagique en fonction du nombre de patients qui ont réellement arrêté de fumer, parce que ça ne dépend pas du médecin lui-même, ça dépend de la volonté du patient et de la situation du patient. On nous a d'ailleurs suggéré que le concept de rémunération, d'utilisation des données pour la rémunération selon la performance devrait être adopté si cela a été adopté et soutenu par des fédérations médicales québécoises, et que le choix des cibles devrait être fait basé sur des consensus forts, sur là où il y a des données solides et valides. D'ailleurs, un clinicien enseignant-chercheur mentionnait, on part d'un système à l'acte qui est très imparfait. Je pense qu'il pourrait être amélioré avec certains indicateurs de qualité, mais je ne pense pas qu'on pourrait orienter un système de rémunération juste là-dessus. Plus les cas vont être complexes, moins les indicateurs de qualité pour la performance seraient applicables. Pour l'autogestion des soins, l'utilisation des données pour l'autogestion des soins, ce qui a davantage été abordé lors des entrevues, et c'était pas notre objectif, mais ça l'a dérivé vers là, c'est davantage les fonctionnalités du dossier médical électronique proprement dit pour faire de l'autogestion des soins au lieu de l'utilisation des données contenues dans les dossiers médicaux électroniques pour faire d'autogestion des soins. Donc, on a quand même recueilli les besoins, les barrières à ce niveau-là. Un patient, d'ailleurs, mentionnait qu'il j'aimerais avoir accès à de l'information sur, par exemple, l'historique de mes résultats et feedback sur l'analyse. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Un clinicien gestionnaire mentionnait aussi, on pourrait développer des indicateurs pour les patients. Est-ce que le patient suit les recommandations? Avoir des données objectives sur leurs soins pourrait encourager certains patients ou pourrait encourager la communication entre le patient et le soignant. Donc, c'était toujours dans une optique que un portail patient mis en place, imbriqué dans le dossier médical électronique en termes de fonctionnalité, puisse les soutenir, autant le patient dans l'autogestion de ses soins, le médecin pourrait être au courant du processus de soins de son patient, de ce que le patient fait dans ses soins, et pour aussi faciliter la communication entre les deux parties prenantes des soins du patient. Il y a néanmoins quelques barrières qui ont été soulevées par les différents participants. Tout d'abord, le niveau d'alphabétisation des patients qui peut varier, ce qui pourrait entraîner une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension des données. Les types de données qui devraient être partagées. Donc là, il y avait différentes opinions à ce sujet. Est-ce qu'on devrait toutes partager les données avec le patient? Est-ce qu'on devrait partager juste une partie? Qui décide qui est quoi? Qu'est-ce qui est partagé? Et il y avait également le souci de la confidentialité des données partagées de part et d'autre. En ce qui concerne l'utilisation des données pour favoriser l'aide à la décision, un besoin a été mentionné, qui se reflète très bien par le verbatim d'un clinicien. Il faut vraiment que le DME offre ça built-in dans le système, où on va aller chercher les données précises du patient pour te faire un comparatif. Parce qu'actuellement, les cliniciens disposent de différents outils pour soutenir leur pratique, comme par exemple des échelles de mesure, des guides de pratique clinique, mais à chaque fois qu'ils veulent l'utiliser, ils doivent sortir du dossier médical électronique, et ça interrompt le processus, ça perturbe le processus de travail du médecin, et c'est quelque chose qui peut être ressenti par le patient durant la communication avec celui-ci. Donc, si l'application était directement dans le dossier médical électronique et allait utiliser les données spécifiques au patient pour remplir, par exemple, l'échelle de Framingham directement, sans que le médecin ait à le faire lui-même en sortant du dossier médical électronique. C'était un besoin qui était exprimé. Une barrière qui a été soulevée, c'est de s'en aller vers une médecine comptable. Donc, de forcer à faire certaines prescriptions, de forcer une certaine façon de travailler, que ce soit trop organisé, que ça devienne un geste automatique d'utiliser l'outil d'aide à la décision qui utilise les données, puis qu'on laisse de côté, on laisse tomber le jugement clinique. Par contre, parmi les facilitants, ce qu'on nous mentionnait, c'était que si les outils, les guides de pratique, les échelles pouvaient être directement
intégrés dans le dossier médical électronique pour assurer une certaine fluidité du travail du professionnel de la santé. Ce serait vraiment génial. Et bien entendu, de permettre de conserver le jugement clinique. Donc, le médecin, le professionnel de la santé a toujours le droit de choisir si oui ou non il suit l'aide à la décision qui lui a été proposée. Un verbatim qui nous parle, qui est très parlant, et un clinicien nous mentionnait, ça serait intéressant que les instituts de recherche travaillent un peu plus avec les organisations de première ligne à développer ce genre d'outils, de le faire en construction directe avec des équipes de première ligne pour que ça réponde bien aux besoins des gens sur le terrain. Finalement, la dernière utilisation recensée dans la littérature est des données des dossiers médicaux électroniques et pour la recherche. Certains besoins ont été exprimés, comme que ça pourrait permettre, les données des dossiers médicaux électroniques pourraient permettre l'information complémentaire aux banques de données médico-administratives, comme les banques de données de la Régie d'assurance maladie du Québec, pourraient permettre d'identifier des populations qui sont impossibles à identifier dans les données de la Régie d'assurance maladie du Québec, comme par exemple une population d'allergiques. Ça pourrait permettre également de pouvoir faire de la validation d'algorithmes qu'on a déjà développés dans des bases de données médico-administratives, donc de les tester dans les données des dossiers médico-électroniques. Et ça permettrait d'ailleurs de pouvoir faire du suivi longitudinal de cohortes à long terme. Certaines barrières ont été toutefois soulevées en ce qui concerne la collecte non systématique ni standardisée des données, ce qui fait qu'on se ramasse souvent avec plusieurs données hétérogènes. Il y a des données numérisées. Donc, on n'est pas certain de la validité des données, de la quantité de données qu'on va recevoir. Est-ce qu'il y a des données manquantes ou pas? Pour l'instant, c'est l'inconnu de ce côté-là. Au niveau des facilitants, un clinicien chercheur nous mentionnait avoir accès à un expert familier avec ce type de données, leur extraction, leur validité, les biais importants inhérents. Ça permettrait de faciliter l'utilisation secondaire des données pour faire des projets de recherche de différentes envergures. Un chercheur mentionnait d'ailleurs que le danger de faire des études avec des données des dossiers, c'est que les cliniciens vont entrer l'information seulement si c'est pertinent au cas clinique. Il n'y a pas de collecte systématique des données, ce qui revient un peu aux barrières. Et puis, ce qui était nommé un peu comme une piste de solution est de montrer aux cliniciens l'importance ou la plus-value de pouvoir utiliser les données des dossiers médicaux électroniques dans différents projets de recherche qui vont pouvoir, dans le cadre d'un système de santé apprenant, d'emblée rapidement se refléter dans la pratique de première ligne. Nous avons d'ailleurs aussi questionné les participants sur tout autre type d'utilisation potentielle qui pouvaient voir des données des dossiers médicaux électroniques, ce qui nous ont identifié deux particulièrement, que les données des dossiers médicaux électroniques pourraient être utilisées pour la surveillance des maladies en santé publique, donc en termes de complément, encore une fois, aux données médico-administratives ou aux données d'enquête. Et aussi pour faciliter la gestion clinico-administrative dans un but vraiment de performance de la clinique au niveau de la gestion. Donc, pas nécessairement au niveau de la qualité du soin donné, mais au niveau de la performance de la clinique. Est-ce que le temps d'attente en sans rendez-vous est plus long? Est-ce qu'on peut avoir un indicateur pour nous soutenir là-dedans au niveau de la prise de rendez-vous, au niveau de la visite avec du temps avant de visiter un médecin? Donc, c'était des pistes d'idées pour les utilisations possibles avec les données des dossiers médicaux électroniques. Donc, les résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui, ce qu'on peut en retirer, c'est que, bien évidemment, l'accès aux données des dossiers médicaux électroniques de première ligne est essentiel pour pouvoir utiliser les données, pour pouvoir utiliser de façon secondaire, pouvoir avoir des indicateurs de qualité, à faire de la pratique réflexive, avoir de la formation professionnelle. Pour faire ça, ça nous prend d'abord l'accès aux données, à des données de qualité, à des données valides. Donc, ça prend un accès aux données. Comme Roxane l'a mentionné dès le départ, d'emblée, il y a une certaine culture, une crainte de surveillance, d'utilisation des données d'une façon punitive ou négative. Donc, il y a vraiment une absence d'une culture d'évaluation pour l'amélioration continue.
Et on a aussi un besoin criant d'outils pour faciliter l'utilisation secondaire des données une fois qu'on a accès aux données. Une belle piste de solution qui a émané de nos différents entretiens avec les participants est que les indicateurs de qualité seraient un outil tangible pour pouvoir faciliter les différentes utilisations secondaires des données. Un indicateur de qualité pourrait faciliter la pratique réflexive, la formation des futurs professionnels de santé, pourrait soutenir l'autogestion des soins des patients, pourrait être très utile en recherche, pourrait d'ailleurs être très utile pour la gestion clinico-administrative et même pour la surveillance. Un bon point de départ pourrait être d'utiliser les indicateurs développés par l'INES en 2012, soutenus par Dr. Marie-Dominique Beaulieu. Le tout, si ces indicateurs de qualité-là sont identifiés avec les parties prenantes pour identifier la pertinence et l'applicabilité sur le terrain, je pense qu'on a un bon point de départ. En terminant, notre étude d'analyse de besoins nous a permis d'avoir du matériel pour établir des recommandations destinées au ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue le volet 3 de notre étude que nous n'avons pas présenté aujourd'hui. Ça nous a également permis de récolter de l'information essentielle sur laquelle on va pouvoir appliquer le développement et l'implémentation du système d'accès aux données, de la composante accès aux données, le système PARS-3. Et finalement, ça permet de contribuer à la mise en place d'une vision et d'une stratégie unifiée pour soutenir l'utilisation secondaire des données des dossiers médicaux au Québec. Ce qui conclut notre présentation. Donc, nous serions très ravis d'avoir une belle discussion avec vous, les participants. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Merci beaucoup, Anne-Marie, Roxane. C'était super intéressant. Il y a déjà des questions. Donc, la première question qu'on a eue, c'était en début de présentation, puis c'était par Geneviève David qui vous demande est-ce qu'il y a une différence entre le DME et le DSQ, le dossier Santé Québec? Oui, tout à fait. Le dossier médical électronique, là, pour faire une belle comparaison, c'est le dossier médical papier qui est détenu par votre médecin de famille. Donc, quand on va dans une clinique médicale, jadis, il y avait jadis. J'espère qu'on est encore juste à jadis, mais il y avait un dossier papier, une filière. Ça, c'est le dossier médical avec toutes les notes au dossier, ce que l'infirmière a noté, votre pression, votre histoire médicale, les diagnostics s'il y a lieu, les médicaments qui ont été prescrits. Le DSQ, c'est davantage le dossier Santé Québec. C'est sûr que je ne suis pas une experte, mais ça contient les données des prescriptions de médicaments, les données de laboratoire et je pense les données de radiographie. Mais là, pour celle-là, je suis pas certaine, mais ce n'est pas le dossier médical. Donc, il ne contient pas les données au dossier, ne contient pas le diagnostic. C'est vraiment un répertoire davantage, surtout au niveau des médicaments, des prescriptions, des laboratoires. Puis je pense bien pour les radiographies. Il y a Alain Vanas qui dit c'est exact, donc c'était la bonne réponse. Juste pour vous rappeler, les participants, vous pouvez écrire les questions si vous voulez dans la boîte questions. Sinon, vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole pour poser la question. La prochaine question nous vient de Wahiba qui vous demande, quand vous dites que l'extraction des données a un coût, de quel type de données contenues dans le DME on parle? Car on peut exporter sur Excel à partir, par exemple, de Kinlogics. En fait, c'est ce qu'on nous a rapporté. Nous, on connaît pas spécifiquement les DME. Concrètement, là, on sait pas les fonctionnalités des différents DME. Il y en a plusieurs. Comme on a dit tantôt, il y en a 9 homologués différents au Québec. Donc, peut-être que c'est Kinlogic, c'est ça? Peut-être que Kinlogic a cette fonction d'exporter les données. Mais en fait, c'est qu'on nous a rapporté dans les participants qu'on a interrogés qui avaient dans leur clinique peut-être eux différents types de DME. Beaucoup nous ont dit qu'à chaque fois qu'ils pouvaient pas exporter directement les données des DME pour les utiliser, que ce soit des fins de pratique réflexive et tout. Il fallait vraiment qu'ils contactent le fournisseur, qu'ils demandent les données au fournisseur à la pièce et ça gênait. En fait, ça coûtait de l'argent, mais comme je vous dis, peut-être qu'il y a des DME qui ont
fonctionnalité-là que d'extraire les données de façon gratuite, mais c'est vraiment pas le cas pour tous les DME. Donc, c'est pas l'extraction de données gratuites à partir des dossiers médicaux électroniques, c'est pas quelque chose d'universel. C'est pas quelque chose qui peut être fait là, partout, à mon avis. Puis si je vais me permettre de rajouter, chaque clinique a son contrat avec son fournisseur de DME. Et dans ce contrat-là, il y a certaines clauses. Qui est établi entre la clinique médicale et le fournisseur. Chaque dossier médical électronique, comme Roxane disait, ont chacun leur fonctionnalité, mais dans l'ensemble, pour pouvoir utiliser les données de façon dans un autre dessin que pour le suivi médical, extraire les données, il faut faire la requête au fournisseur. Et d'emblée, si moi, je voulais avoir accès à des données d'un dossier médical électronique pour pouvoir faire une recherche, je dois contacter le fournisseur de DME pour pouvoir y avoir accès. Il y a d'autres processus éthiques que je dois faire avant, là, mais pour pouvoir y avoir accès, c'est un processus que je dois faire. Donc, c'est l'accès universel à des données de dossier médical électronique actuellement n'existe pas. Et de pouvoir le faire pour un autre projet de recherche dans beaucoup de données dans différents sites n'est pas possible sans faire une demande à chacun des fournisseurs et de faire une requête à la pièce à chaque fois et ça entraîne des coûts à chaque fois. J'espère qu'on répond bien à la question. Merci. On a une autre question de Benoît Lamarche qui nous demande si je comprends bien, le patient ne semble pas être réfractaire à ce que les données servent pour la recherche et n'a pas peur du concept de Big Brother, surtout si ces données servent à améliorer les soins. Tout à fait. C'est exactement ça. On a justement abordé le Big Brother, la question du Big Brother avec eux. Puis eux, ils disaient, ben, tant que les processus éthiques sont respectés, tant que ça a une visée d'amélioration de la pratique, puis que je vais avoir et ma population va avoir de meilleurs soins, je suis tout à fait d'accord. Il y en a même certains, là, c'est sûr que c'est pas l'ensemble, c'est pour ça qu'on l'a pas dit, mais il y en a même certains qui se demandent, mais pourquoi vous ne le faites pas déjà? Pourquoi vous n'avez pas déjà accès à ça? Pourquoi qu'on peut pas déjà amener la recherche et les différentes autres utilisations secondaires des données à un autre niveau? Merci beaucoup. Il y a Benoît qui vous dit merci, justement. Bon, peut-être entre-temps, s'il y a d'autres questions, Jenny ou pas, vous nous avez parlé de 3 phases de votre projet. Donc, vous avez parlé un peu des recommandations que les gens ont fait dans la 2e phase. Pour la 3e phase, on comprend que c'est quelque chose de plus délibératif. Où est-ce que vous allez vraiment formuler les recommandations? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de où est-ce que ça en est rendu, puis peut-être certaines des recommandations qui sortent de ce processus-là? En fait, c'est qu'avec le volet 2, comme on vous a présenté aujourd'hui, on a vraiment établi différents constats. Ces constats-là, on les a présentés en fait à la table de travail que je vous ai parlé plus tôt, là, donc la table d'experts là, avec très multidisciplinaire. Les constats ont été apportés et présentés à cette table-là. Puis, à la suite de ça, on a vraiment fait une journée délibérative dans laquelle on a établi des recommandations, donc que ce soit des grandes recommandations plus générales. On a aussi des recommandations spécifiques. Donc, il y a un rapport qui est actuellement en écriture et en finalisation, en fait, avec ça. Puis, ça va être déposé au ministère là, sous peu. En termes de ce qui est contenu là, dans les recommandations, c'est vraiment basé sur les constats qu'on vous a présentés. Puis comme je dis, je crois qu'il y a 4 grandes recommandations générales, donc qui touchent vraiment plus l'utilisation encore là transversale des données, puis des recommandations spécifiques qui pourraient toucher justement des utilisations secondaires spécifiques. Je pense qu'on en a peut-être une dizaine de recommandations spécifiques. Oui. Mais bien évidemment, la première recommandation, je pense que c'est un constat qui émane de notre premier constat et du constat général ça va prendre un accès aux données. Donc, d'établir une structure, un cadre pour pouvoir donner l'accès aux données de manière universelle. C'est vers là qu'on s'en vient, nous, la composante accès aux données avec PARS 3, de pouvoir offrir un accès aux données des dossiers médicaux électroniques au Québec. Super, merci beaucoup.
On a Dwina qui est patiente et qui nous dit qu'elle confirme, si jamais vous avez besoin d'une validation de vos données, là, elle dit qu'elle vous confirme qu'elle est patiente et que, en effet, si ça permet d'améliorer la qualité des soins, elle n'a aucun problème à ce que ça soit utilisé tout en respectant l'éthique et merci. J'avais une autre petite question pour vous. Je me demandais je sais pas si c'est ressorti dans la partie qualitative, mais qu'est-ce qu'on apprend des autres provinces qui ont déjà fait un processus peut-être similaire, qui sont peut-être un petit peu plus avancés que nous dans l'extraction des données de DMI? Je sais pas si c'est ressorti, si vous avez regardé ou si c'est peut-être ressorti dans la phase 1 sur la synthèse de littérature, s'il y a des choses qu'on peut apprendre d'eux. Pour les données des dossiers médicaux électroniques d'emblée, c'est sûr qu'on n'a pas fait l'utilisation dans les autres provinces. On n'a pas fait une revue spécifique de la littérature par rapport à ça ou ni contacter chacune des provinces, parce qu'on aurait pu décider de contacter chacune des composantes accès aux données des autres provinces dans les autres unités soutien au Canada. Par contre, certains collègues de d'autres provinces font face aux mêmes constat que nous, aux mêmes embûches quant à l'accès aux données. C'est vraiment quelque chose qui semble universel, que l'accès aux données est difficile, qu'il faut passer à chaque fois par des requêtes individualisées avec chacun des fournisseurs de dossiers médicaux électroniques. Ici, on en a vraiment beaucoup. On a différents logiciels. Comme on disait, il y en a 9 homologués. Dans les autres provinces, il y en a un peu moins, mais ça reste encore que le processus est le même. Il faut passer par des requêtes aux fournisseurs de DMI. Super. Bien, merci beaucoup. Notre temps est presque terminé pour aujourd'hui. Merci pour la présentation. C'était vraiment très intéressant, très riche et définitivement un sujet qui est très chaud en recherche en ce moment et on a hâte de voir la suite. Là, je pense qu'on pourra peut-être vous réinviter pour un webinaire pour nous présenter la suite des choses, donc les prochaines étapes après le projet ou peut-être mettre ça en quelque part sur le site du Réseau 1. Je suis certaine que les gens vont être très intéressés à voir. Donc, merci beaucoup. Juste avant de terminer, je vous demanderais peut-être juste de mettre la dernière diapo, s'il vous plaît. Avant de terminer, pour les participants, donc juste vous annoncer que le prochain webinaire va avoir lieu le 24 novembre, donc va être donné par Jean-Luc Tremblay, qui est conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité pour les GMFU, donc un sujet assez lié à ce qui vient d'être présenté. Encore juste un petit rappel, tous les webinaires sont accrédités et disponibles sur YouTube si vous avez manqué des bouts, s'il y a des collègues qui ne pouvaient pas être là et qui voulaient l'écouter. Aussi, si vous n'êtes pas membre encore du Réseau 1, vous pouvez facilement, rapidement, gratuitement devenir membre du Réseau 1 pour être au courant de tous les webinaires qui vont avoir lieu. Pour toute question que vous avez, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à Sabrina, juste prendre en note que son adresse courriel a changé, là, donc celle qui est sur la diapo, c'est la bonne. Si vous avez des idées pour des webinaires, vous voulez présenter, vous connaissez quelqu'un qui serait super bon, super intéressant, écrivez-nous. On est vraiment ouvert à vos bonnes idées. Puis, dernière petite chose, vous allez recevoir, après le webinaire, vous allez recevoir un courriel pour un petit sondage sur comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé ça. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos feedbacks. On est ouvert à tous vos commentaires. On peut essayer de s'améliorer. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi, un bon week-end et merci encore Anne-Marie et Roxane pour votre présentation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.